Vraiment, il n'y avait rien ici avant 1961, parce qu'il y a deux mythes au Havre, le prolétaire héroïque et aussi le bourgeois conquérant, dynamique. Ce bourgeois, c'était quand même, je pense au Siegfried, quelqu'un qui avait une haute culture et qui ne la pratiquait pas au Havre. Alors, vous nous avez demandé d'être bref et le temps s'écoule à d'une vitesse grand V, donc je vais essayer de réduire ça à deux idées. D'abord le contexte, ensuite les structures. En 1959, lorsque Malraux rencontre Arnould lors d'une exposition aux arts décoratifs, qu'est Le Havre? Le Havre, en 1959, c'est une ville qui a été martyrisée, qui a perdu son théâtre. Son muséum a été éventré et son musée des Beaux-Arts a été détruit. Une grande partie de son patrimoine est tombée sous les bombes ou a été largement sinistrée. Donc les équipements culturels posent problème. Évidemment, on vient d'inaugurer l'hôtel de ville à quelques mois de ça, donc ici. Donc voilà pour camper le contexte. Pleine reconstruction et donc impératif de gestion. Ensuite, sur les structures, je dirais que concernant les structures, les politiques culturelles se situent dans l'héritage de la Troisième République. Troisième République, Quatrième République, les choses n'ont guère changé. On a toujours une administration des Beaux-Arts à l'échelle du ministère ou du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, mais aussi à l'échelle municipale. La pensée s'inscrit dans cette structure-là. Elle est assez conservatrice, sont des burgraves, dira peut-être Charles-Louis Foulon tout à l'heure. Jacques Jaujard est à la direction générale des arts et lettres. Et cette structure à l'échelle de la ville se répartit dans une administration traditionnelle, des services peu développés. Elle se dirige en priorité vers des institutions qui sont encore dans un état difficile. La bibliothèque est dans le lycée, qu'on n'appelle pas encore François Ier. Le théâtre est subventionné, parce que la ville est sans théâtre. Donc on a un petit théâtre qu'on a créé en 1951 et qui accueille des tournées. Bon. Alors, et dit un ancien directeur dont on entendra le témoignage tout à l'heure, la bourgeoisie, elle va à Paris. Elle va à Paris, oui, elle va à Paris. Oui. La mairie n'est pas tenue depuis la plus haute antiquité par le Parti communiste, quand même. Il n'y a pas eu que des maires communistes au Havre. Non. Donc il y a un premier intermède communiste avant un long règne en 57-59. Et au moment de la création de la Maison de la Culture, c'est une municipalité de troisième force. Voilà. Ce qui vient de se passer, il y a eu un temps de la municipalité courant, qui n'est pas sans importance sur la création du musée de Reynold Arnould. Après-guerre. C'était intimement lié. Ensuite, il y a une crise des finances municipales et 56-59, la première mairie communiste dirigée par René Cans s'installe. Donc ce n'est pas un temps normal puisque c'est une période réduite, hein, bien sûr. Et en 59 arrive une municipalité dirigée par Robert Monguillon qui rassemble, disons, pour aller vite, une troisième force. Et c'est sous cette municipalité que vont s'engager les négociations entre moineaux. Picon ne négocie pas. C'est le cabinet Malraux. Beurré, c'est le cabinet. Moineaux, c'est le conseiller technique. Et disons que les négociations vont s'engager là pendant quelques mois, entre décembre 59 et avril 61. Le PC est pour les maisons de la culture, alors que le rapport entre Malraux et le PC est souvent fait d'hostilité. Et le PC du Havre, dont on peut rappeler qu'il a dû avoir une période stalinienne, est pour les maisons de la culture. Alors là aussi, on ne résume pas en quelques mots ces choses-là, mais je dirais que lorsque on a soumis à la municipalité le statut, parce que la municipalité a dû s'incliner, elle avait besoin d'un financement de son musée, et donc c'était donnant-donnant.
Donc le statut a été négocié, mais largement encouragé par le ministère. Et lorsqu'on a mis en place cette association sous un régime juridique nouveau, eh bien, le Parti communiste n'a pas été invité. Et je me souviens d'un conseil municipal, enfin je n'étais pas là à cette époque, mais d'avoir lu une délibération du conseil municipal et un article dans la presse locale où le Parti communiste s'étonne, d'ailleurs Pierre Courant aussi qui n'avait pas été invité, s'étonne du fait de n'avoir pas été invité à cette réunion constitutive. Au principe à l'origine des maisons de la culture, une association gestionnaire et une parité du financement, collectivité locale, ministère de la Culture, 50-50. Alors ici, c'est une maison de la culture préfigurée. C'est la première ou presque. Oui, mais si vous me permettez, le micro dans la moustache. Si vous me permettez, vous ne m'avez pas laissé terminer ma deuxième partie parce que sinon le tableau serait incomplet. J'en étais aux structures et la deuxième, dans la liaison entre les structures politiques culturelles municipales et la vie culturelle municipale, on voit là encore un héritage de la Troisième et la Quatrième République. C'est-à-dire que la vie culturelle est animée par des associations subventionnées. Et au Havre, le partage est assez intéressant. Parce que, dans la diversité, je veux dire, c'est-à-dire que l'éducation populaire est très importante et elle est fragmentée entre, disons, une orientation catholique, théâtre, musique, etc., une orientation protestante, l'UCJG existe encore, boulevard de Strasbourg, et une orientation laïque dans le cadre de la Ligue de l'enseignement. Et au-delà, en quelque sorte, parce qu'on est dans une période de guerre froide, au-delà se développe largement une culture ouvrière, dont on reparlera dans le cadre de l'association, des comités d'entreprise, mais elle s'installe à Franklin, dans le cadre d'une association de peintres ouvriers, et surtout, elle donne naissance à une section havraise de l'Union des arts plastiques au niveau national, ce qui veut dire qu'on va avoir des échanges intéressants entre des peintres, des critiques d'art qui vont venir au Havre travailler sur la peinture, ce qui n'est pas inintéressant. Alors Serge Renaud, vous pouvez nous raconter l'inauguration vous n'y étiez pas, vous? Non, micro dans la moustache. Oui. Je n'y étais pas, mais pour faire court, encore une fois, je me référerai à un texte de Guy Lagneau, qui a été l'architecte, avec Raymond Audigier, de ce superbe musée d'art moderne. Lagneau dit, quand Malraux est arrivé, on a inauguré en grande vitesse les salles du musée, avec des nattes, des cimaises mobiles, etc. Quelques minutes après, on est allé déjeuner à l'hôtel de ville, on est revenu et le musée s'était transformé en une salle de concert. Hein, l'orchestre de la RTF à l'époque donne un concert, interprète Honegger, Jolivet. Et donc, il faut imaginer un musée dont les tableaux sont mis à l'écart et qui sert de salle de concert. Et quelques instants plus tard, alors, nouveau départ, on s'achemine vers le cinéma ABC où on donne 1000 francs de récompense, donc Centre dramatique national. Du Labiche comme du Foulon, quoi. Mais qui se joue dans un théâtre, dans un cinéma. Et Malraux revient. Et le musée s'est à nouveau transformé en salle de cinéma, puisqu'on y présente des extraits du Napoléon d'Abel Gans. Donc, vous voyez cette mobilité, flexibilité d'un ensemble. L'organisation du pouvoir dans la Maison de la Culture, dans cette première période qui va être très brève, puisque Netter va ensuite prendre la place de votre héros, le conservateur peintre Arnould. Pour faire bref, là encore, parce que c'est délicat et difficile de faire bref, dans une étude qui essaierait d'articuler une histoire rapide sur une grille d'analyse, si vous voulez, qui intégrerait les rapports entre l'État, la Maison de la Culture, donc un organisme spécifique, et les collectivités locales, même si la ville est la collectivité locale la plus importante à ce moment-là. Donc, cette idée-là me paraît importante parce que, cette vision-là, parce qu'elle va, à long terme, permettre à la ville, mais aussi aux villes en France,
de développer leur politique culturelle. Il me semble qu'il y a un lien très étroit entre l'objectif de décentralisation culturelle du début des années 60 et la vision fin des années 80, puisqu'on pourrait s'arrêter là, de développement des politiques culturelles des villes. Je crois que c'est important. Alors, dans cette longue durée, on peut décomposer, si vous voulez, en 4 étapes, hein, même si on accepte la fragmentation chronologique que vous nous avez aimablement suggérée. Disons que on peut établir 2 périodes. Hein, d'abord, une période qui se tournerait autour de 61, qui est une phase d'expérimentation d'un outil, parce que l'outil n'est pas expérimenté. Malraux l'a pensé vaguement, mais dans la fonctionnalité même, c'est Arnould qui va l'expérimenter. Donc, cette idée-là d'expérimentation se double donc d'un an en quelque sorte de la décentralisation. Et je voudrais insister sur ce fait que cette décentralisation culturelle se distingue très nettement de ce qui l'a précédé, c'est-à-dire la décentralisation théâtrale. Il ne faut pas confondre les 2 mouvements, hein. Elle vient la compléter et l'enrichir. Alors, si l'on s'intéresse à cette première phase, disons 61-63, il se passe la chose suivante. D'abord, cette mission dont est investie la Maison de la Culture, c'est d'abord une mission. C'est ensuite un équipement qui va d'un musée Maison de la Culture devenir des cathédrales, comme l'a dit Charles Louis, et puis des chapelles avec du Hamel. Donc, ce mouvement-là, ces équipements-là sont spécifiques. Je dirais enfin ensuite que cette négociation qui impose une maison de la culture crée un rapport contractuel à long terme entre l'État, la maison de la culture et les collectivités territoriales. C'est important ce rapport contractuel qui va sans cesse s'enrichir et se diversifier. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est évidemment le développement des politiques culturelles locales. Alors, j'ajoute... Vous en étiez à la première période, 61-63. Voilà. Alors, 61-63, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la négociation. La négociation s'est déroulée de 59 à 61. L'inauguration ouvre une expérimentation dans laquelle le directeur de la Maison de la Culture est aussi conservateur du musée. Cette version-là ne fonctionnera pas, puisqu'elle correspond à un plan qui correspond à peu près aux vues, à la pensée culturelle de Picon et de Malraux, et qu'elle va être, disons, battue en brèche lorsque Biasini sera nommé en décembre 62 directeur du théâtre, de la musique et de l'action culturelle. Donc on passera à action culturelle en 1 avec Biasini. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est que dans ces missions, hein, qui renvoie évidemment au décret Malraux de 59, hein, rendre accessibles les œuvres de l'humanité, favoriser la création, etc. Dans cet objectif, dans ces missions, il y a donc un objectif de décentralisation, de démocratisation de la culture, de l'accès de tous aux œuvres d'art, et surtout, cet accès à l'art se fait dans un cadre spécifique qui est celui de la polyvalence culturelle. Jusqu'alors, la vie culturelle était fragmentée dans des équipements distincts. Là, elle est rassemblée dans une polyvalence. Alors la conséquence, pour aller vite, c'est que à ce moment-là, la décentralisation va faire en sorte que la ville va être amenée à redéfinir et à repenser son domaine d'administration des beaux-arts. Et là, on rentre dans un long mouvement qu'on développera plus tard. Mais deuxième séquence, puisque jusqu'à 11h, on parle de la période qui va s'arrêter vers 75, la deuxième séquence, elle se marque institutionnellement par l'arrivée de Netter. C'est ça. Et politiquement par l'arrivée des communistes 65, pour une longue durée, et socialement par mai 68. Voilà. Alors, si on peut la résumer très vite, 10 années, hein, 64 en gros, 74...
disons que la deuxième municipalité Kans arrive à l'hôtel de ville en 65, et à ce moment-là, Netter est en charge de la Maison de la Culture, est devenu directeur de la Maison de la Culture, jusqu'au moment où on inaugure ce théâtre de l'hôtel de ville, septembre 67, et c'est alors que Mounier prend la suite. Alors, ce qui est intéressant, je crois, dans cette période, qui est une période phare, je crois, du développement de la Maison de la Culture, ce qu'il faut noter, c'est cette volonté des deux directeurs, Netter et Mounier, de redéployer l'action culturelle dans la cité. Et ce déploiement, comme vous le disiez tout à l'heure, il va être évidemment, dans ses formes et dans ses rythmes, il va être amplifié par le mouvement de mai 68, sur lequel on reviendra sûrement dans le débat.